Salut à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons donc ce bulletin d'information aujourd'hui par un rappel historique et c'est au Burkina Faso le 15 octobre 1987. 15 octobre 2018, voilà 31 ans aujourd'hui, jour pour jour, que l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara, était assassiné à Ouagadougou. Qui était donc cet homme et quel était son combat? La réponse avec vous, Serge Taboué. Il était une fois Thomas Sankara. Le 15 octobre 1987, le monde entier en général, l'Afrique en particulier, était bouleversé. Bouleversé par la mort du président Thomas Sankara, qui venait d'être assassiné, criblé de balles par ses bourreaux. En pleine réunion au Conseil de l'Entente à Ouagadougou, situé entre la Radio Nationale et l'Université de Ouaga. Le natif de Yako en Haute-Volta fait son entrée au gouvernement en 1981. Démissionné en 1982, il lance la révolution en 1983 et arrive au pouvoir. Il combat la faim, l'analphabétisme et l'arriération économique imposée par la domination impérialiste, mais aussi l'oppression des femmes, héritée de millénaires de sociétés de classe. Un examen non seulement à l'endroit des travailleurs et paysans d'Afrique, mais à ceux du monde entier. C'est donc l'espoir d'un nouveau type de dirigeant africain qui allait changer l'histoire et mener l'Afrique vers les sommets. En octobre 2017, une campagne de souscription pour la construction d'un mémorial a été lancée en présence de l'ex-président ghanéen Jerry Rawlings et de l'actuel président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Égérie panafricaine d'une génération en panne de héros, 31 ans après sa mort, Thomas Sankara continue de marquer les esprits. Et à ce 31e anniversaire de la mort de Thomas Sankara, son épouse continue de rappeler son obstination à connaître les circonstances de la mort de l'ancien président burkinabé. Du haut de ses 65 ans, Mariam Sankara, née Sérémé, n'a encore rien perdu de son énergie discursive, surtout lorsqu'il s'agit de parler de son époux lâchement assassiné. L'irrépressible soif de vérité continue d'accabler une femme et qui ne sait toujours pas ce qui s'est passé pour que son mari quitte ce monde de la sorte. Elle espère que l'ensemble des archives seront mis à la disposition du Burkina, mais surtout que le juge y trouvera les informations qui lui permettront d'avancer dans son travail. Adulé et aimé dans toute l'Afrique, ou presque pour sa vraie et farouche lutte contre l'impérialisme, son authentique panafricanisme et sa modestie exempte de quelque hypocrisie, le 5e président du Burkina Faso fut pleuré partout dans le continent. Mais beaucoup d'Africains ont déjà tiré leur révérence sans pour autant avoir su qui a vraiment tué celui qui, en 2 ans seulement, avait vaincu la famine dans son pays, et selon l'expression de Jean Ziegler, ancien cadre de la FAO. Et celui qui reste, aux yeux de beaucoup d'observateurs, le défenseur incontesté de la cause féministe. Ce Che Guevara africain qui gît aujourd'hui est dans le panthéon des grands hommes que l'Afrique n'ait jamais connus, à l'exemple de Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Nelson Mandela et bien d'autres. Nous mettons le cap cette fois-ci au Rwanda pour parler justement de l'attentat du 6 avril 1994. Le parquet de Paris a requis le 10 octobre 2018 un non-lieu pour les 9 dignitaires du royaume rwandais actuel. Ceci dans l'affaire de l'attentat contre l'avion de l'ex-président Juvenal Habyarimana. Il était donc soupçonné d'être impliqué dans l'attentat du 6 avril 1994. Leur avocat salue une étape très importante dans la reconnaissance de l'innocence de ses clients. Cet attentat a coûté la vie donc à l'ancien président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et est considéré comme l'élément déclencheur du génocide. Ce tournant dans le dossier pourrait constituer une étape supplémentaire dans la réconciliation en cours entre Paris et Kigali. Cette affaire judiciaire empoisonne en effet depuis plus de 20 ans les relations diplomatiques entre les deux pays. Le 6 avril 1994, l'avion du président Hutu Juvenal Habyarimana était abattu par 2 missiles sol-air alors qu'il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport de Kigali. Cet événement qui a aussi
coûté la vie au président burundais à l'époque, Cyprien Tarimira, allait marquer le début du génocide des Tutsis au Rwanda. En 1997, la famille de l'un des membres de l'équipage français du Falcon 50 présidentiel avait déposé plainte à Paris. En mars 1998, une information judiciaire était ouverte, confiée au juge Jean-Louis Bruguière du pôle antiterroriste. Voilà donc 20 ans aujourd'hui que ces procédures judiciaires sont en cours. Nous restons toujours au Rwanda. C'est la ministre des Affaires étrangères du pays, Louise Mushikiwabo, qui a donc été élue à la tête de la francophonie ce vendredi dernier. Quels sont les défis auxquels elle doit faire face durant son mandat? Tentative de réponse avec vous, Serge Taboué. Louise Mushikiwabo, depuis le 12 octobre 2018, est la nouvelle secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie. À Erevan, en Arménie, lors du 17e sommet de cette institution, la chef de la diplomatie rwandaise, sous les acclamations des représentants des États membres réunis à huis clos, déclare qu'elle ne va pas faire de miracle et réinventer la francophonie, car elle existe depuis longtemps. Cependant, Louise Mushikiwabo devra promouvoir la langue française effectivement au sein des 84 pays membres ayant le français en partage. En outre, les échanges économiques doivent s'intensifier pour ne pas laisser le continent africain avec une démographie considérable passer sous la coupe d'autres grandes puissances qui multiplient les investissements sur le continent. D'ailleurs, selon l'Organisation des Nations Unies, le nombre de francophones va passer de 274 à 700 millions d'habitants, dont 85% en Afrique, dans les 50 prochaines années. Enfin, Louise Mushikiwabo devra s'intensifier dans la promotion des droits de l'homme, une tâche pas du tout aisée. Elle conduira donc l'action politique de la francophonie, dont elle est la porte-parole et le représentant officiel au niveau international. Notons que ses prédécesseurs sont Boutros Boutros-Ghali de l'Égypte entre 1997 et 2002, Abdou Diouf du Sénégal de 2003 à 2014 et Michaël Jean du Canada de 2015 à 2018. Et parlant toujours de l'Organisation internationale de la francophonie, et c'est le Ghana qui a donc intégré les rangs il y a seulement quelques jours. Le Ghana, un pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest, blotti entre trois voisins francophones, est fier de s'intégrer au monde francophone et nourrit l'espoir de devenir un jour un pays bilingue où ses filles et fils pourront s'exprimer en anglais et en français. À l'occasion donc du 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie et qui s'est tenu à Erevan en Arménie, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a révélé les raisons de sa présence justement à ce groupement. À ce sujet, il a déclaré que la vie de ses compatriotes est intimement liée au monde francophone et que l'adhésion du Ghana à la francophonie devrait être un puissant stimulant pour répondre à certaines des préoccupations du pays. Nana Akufo-Addo a mis l'accent sur le fait que le français est l'une des langues les plus parlées au monde et que le nombre de francophones atteint plus de 700 millions, dont 80% en Afrique. Pour avoir donc décidé d'intégrer le monde francophone, Nana Akufo-Addo a déclaré qu'ils sont déterminés à renforcer les liens d'amitié et de coopération avec la francophonie en passant d'un membre associé à un membre à part entière. Nous mettons le cap cette fois-ci au Gabon et nous parlons ici des élections législatives qui se sont tenues le 6 octobre dernier justement à Libreville. Et donc la candidate victorieuse du premier arrondissement d'Akanda a tenu à remercier tous ses électeurs face à sa victoire écrasante concernant donc ses autres adversaires. C'est un reportage de nos correspondants Fatira et Nayalin Marsena. Après les élections législatives du 6 octobre dernier au Gabon, la candidate élue députée du premier arrondissement de la commune d'Akanda a organisé ce 14 octobre dans sa commune une cérémonie de remerciement de ses électeurs, question d'exprimer ainsi sa reconnaissance. Nous avons constaté que franchement, ce qui a été dit, lorsqu'on fait le passage dans les meetings, ça s'est réalisé. Aujourd'hui, vous voyez que la chaleur est toujours là. Donc franchement, ça a été déterminé par nos militants. Et cette fois-ci, la commune d'Akanda, tout précisément au premier arrondissement, et pour le PDG, surtout qu'ils savent que c'est le PDG qui doit tout faire dans le premier arrondissement. Merci au fond du cœur. Vous nous avez dit pendant la campagne que vous êtes déterminés. Et nous n'avons pas cru, mais on nous a cru parce que nous avons vu la victoire.
C'est incroyable. Je sais pourquoi je le dis. Parce que je sais qu'ici dans la commune d'Akanda, ça a été toujours compliqué. Mais cette fois-ci, vous avez dit au Djadji, on confirme. À la Djadjis, on confirme. Le directeur de campagne pour ces élections couplées, M. Ernest Ogandega, a célébré la ferveur et le militantisme qui ont animé l'ensemble des électeurs, tout en rassurant l'assistance de la réalisation très prochaine des projets de développement de cette localité. Après le 11e congrès avancé du PDG, fondé sur la régénération et la revitalisation, Ali Bongo Ndimba a fixé le cap pour un nouveau PDG. A fixé le cap pour une nouvelle classe de dirigeants. Et c'est pourquoi il a décidé que pour le compte du premier arrondissement de la commune d'Akanda et pour les législatives, il fallait qu'il aille avec des bulldozers. Là où il n'y avait pas de route, la route doit passer. Merci parce qu'aujourd'hui, le premier arrondissement se reconnaît dans le PDG. Le PDG s'est affirmé dans le premier arrondissement avec un score sans appel. Personne n'a pu atteindre même 6 ou 7%. Ils étaient derrière, soudoyés, en bas, très loin, écrasés. C'est pour montrer la puissance et l'autorité du PDG dans le premier arrondissement. En définitive, la rencontre d'Akanda au-delà de la fête a été l'occasion d'une symbiose et d'une communion certaine entre le député et son peuple. Nous restons au Gabon, cette fois-ci pour parler justement des activités sportives au sein du rassemblement des jeunes Maliens résidant au Gabon. Ils ont donc tenu une conférence de presse, justement une cérémonie et d'ouverture d'une nouvelle salle de taekwondo dans la ville de Libreville. C'était justement le 14 octobre 2018. Nos correspondants Fatih Raine et Alénou Marcelin y étaient. Le reportage. Organisée par le Rassemblement des jeunes Maliens du Gabon, la cérémonie d'ouverture officielle de la salle de taekwondo s'est tenue ce 14 octobre à Libreville, dans le but de participer désormais à la formation des futurs professionnels de cette discipline. À cette occasion, le président de la dite association, M. Mamadou Méré Diawara, a tenu à expliquer le bien fondé de leur initiative. Pour nous, l'inauguration de ces centres représente une expression de notre engagement pour l'encouragement de la jeunesse malienne du Gabon et la jeunesse gabonaise. On a plus de 300 membres dans ce club déjà, pour un début. Ça soit à tous les jeunes Maliens et pareil les jeunes Gabonais. Pareil, pour les apprendre, pour les encourager, pour empêcher qui fait de délinquance ou autre chose, pour les bien encadrer. Le président de la Ligue provinciale de taekwondo pour l'Estier, M. Boumba Deni, qui a assisté à cette cérémonie, a exprimé son soutien à l'initiative, tout en espérant que plus tard, ce centre puisse former des Maliens et Gabonais qui y seront plus haut les drapeaux de ces deux pays frères et amis. Sentiment de satisfaction, vous savez que le rassemblement des jeunes Maliens du Gabon fait dans le sport aussi. Ils ont plusieurs disciplines, ils ont le football, ils ont le karaté et là nous sommes pour le taekwondo. Le taekwondo dont je suis président de l'SUR, j'ai été invité et c'est une bonne chose parce que, comme je dis, la pratique du sport est bien pour la santé. Et le taekwondo fournit beaucoup de champions. Déjà au sein du Gabon, vous savez que c'est une discipline phare parce que nous avons notre champion olympique, notre champion du monde, Antonio Bam. Donc avec cette association, ce rassemblement des jeunes Maliens, nous sommes sûrs d'avoir encore des champions d'Afrique là qui vont sortir de là. Et vous voyez qu'il y a des jeunes qui vont de 4 à 15 ans et c'est une bonne chose parce que lorsqu'on commence ces arts martiaux tant petit, du coup on a plusieurs aptitudes, on a plusieurs bases et c'est qui fait en sorte que au fur et à mesure qu'on évolue dans la discipline, on devient champion, on devient meilleur dans sa catégorie. Je demande aussi aux dirigeants responsables des clubs de multiplier les entraînements pour que lorsque le bureau de la Ligue va lancer ses activités, les compétitions, ces clubs, lors des compétitions, présentent des meilleurs athlètes qui puissent être dans la sélection de la Ligue qui sera retenue pour la prochaine Coupe du Gabon. Au terme de cette journée pleine de spectacles et autres démonstrations de force de la part des praticiens de ce sport, l'on a vu naître en ces jeunes l'envie d'aller le plus loin possible à la grande satisfaction des participants. Nous mettons le cap cette fois-ci en Éthiopie avec la normalisation de ses relations avec l'Érythrée. L'ancien no man's land désertique est aujourd'hui frémissant d'activité. Depuis 20 ans, seuls des soldats
des réfugiés ou des rebelles s'hasardaient à la frontière entre les frères ennemis de la Corne de l'Afrique, Éthiopie et Érythrée. Et camions chargés de briques et de bois, carrioles de fruits et légumes et autocars de locaux rendant visite à leurs familles traversent désormais la frontière sous l'œil bienveillant des soldats qui, jusqu'il y a quelques mois, se regardaient en chien de défaillance depuis leurs tranchées creusées dans le roc. Mais l'ouverture entre les deux pays suscite des espoirs, développement qui se heurte à la réalité d'un sous-développement érythréen alors que l'économie éthiopienne enregistre des taux de croissance parmi les plus forts d'Afrique. Autrefois province de l'Éthiopie, l'Érythrée a conquis son indépendance en 1993 à l'issue de plusieurs décennies de guerre sanglante. L'Assemblée nationale des Nations Unies, justement, a élu ce vendredi dernier en bulletin secret 18 membres, justement, 18 membres du Conseil des droits de l'homme qui siégeront aux côtés de leurs 29 pairs, ceci à partir du 1er janvier 2019, et le Togo fait partie donc de ces pays choisis. C'est un récit de Tony Michael Menga. L'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue vendredi dernier a permis au Togo une réélection comme membre du prestigieux Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Tout s'est fait à bulletin secret comme c'est de coutume dans ce Conseil. Et pour cette année encore, ce sont 18 membres du Conseil des droits de l'homme qui ont été plébiscités et qui siégeront désormais aux côtés de leurs 29 pairs pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019. Pour les sièges vacants réservés à la zone Afrique, le Burkina Faso avec 183 voix, le Cameroun 176, l'Érythrée 160, le Somalie 170 ont désormais la chance de participer aux décisions de cette plateforme de l'ONU. Et le Togo en a un peu plus eu, car il a été élu pour un second mandat avec 181 voix, après avoir été positivement remarqué lors de son premier mandat. À titre de rappel, les États-Unis se sont retirés en juin du Conseil en accusant l'institution d'hypocrisie, notamment à l'égard d'Israël, et c'est l'Islande qui occupe désormais ce siège depuis le 13 juillet 2018, pour un mandat qui ira jusqu'au 31 décembre 2019. Les 5 sièges vacants de la région Asie-Pacifique ont été remportés par le Bahreïn, le Bangladesh, le Fidji, l'Inde et les Philippines. L'Argentine, les Bahamas et l'Uruguay occuperont les 3 sièges vacants de l'Amérique latine et des Caraïbes. Pour l'Europe orientale, la Bulgarie et la République tchèque ont emporté leurs 2 sièges à pourvoir. L'Autriche, le Danemark et l'Italie vont siéger pour le groupe des États d'Europe occidentale et autres États. Notons aussi que si le Togo a eu la chance d'être réélu, ce n'est pas le cas pour certains pays tels que l'Allemagne, la Belgique, le Burundi, la Côte d'Ivoire, les Émirats arabes unis, l'Équateur, l'Éthiopie, la Géorgie, le Kenya, pour ne citer que cela. Et il faut préciser tout de même que ce Conseil des droits de l'homme est composé de 47 États repartis comme suit: 13 États d'Afrique, 13 États d'Asie et du Pacifique, 8 États d'Amérique latine et des Caraïbes, 7 États d'Europe occidentale et autres États, et 6 États d'Europe orientale. Le Conseil fut créé, il faut le préciser, le 15 mars 2006 pour remplacer la Commission des droits de l'homme. Au Sénégal, l'ouverture de la session ordinaire unique 2018-2019 a été marquée par de vives polémiques à l'Assemblée nationale entre parlementaires. C'est au sujet donc du respect de la parité et dans l'établissement du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Tout est parti avec la liste proposée par le groupe parlementaire Liberté et Démocratie et qui ne tenait pas en compte justement la parité. Le fait avait entraîné une suspension de séance pour quelques minutes. À la reprise, la députée Fatma Diop du PDS, élue sur la liste départementale de Baké, a remplacé le président Pape Diop du parti Bok Guiguis, devant ainsi la nouvelle 8e vice-présidente du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Une décision prise pour mieux respecter la loi sur la parité par le groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Elle a été choisie par le président Abdoulaye Wade. Elle a obtenu donc 113 voix favorables. Le siège de 8e vice-président de l'Assemblée nationale va échapper à Pape Diop. Enfin, les femmes parlementaires avaient fait part, avant la mise en place du bureau, de leur volonté sans concession de faire respecter la loi sur la parité. Et il faut dire qu'elles ont bien réussi leur mission.
Nous mettons le cap au Nigeria où justement le gouvernement fédéral a interdit 50 personnes de quitter le pays. Et ceci à la suite de la mise en exécution du décret 6 signé par le président Muhammadu Buhari. La décision d'interdiction de voyage est contestée par le principal parti de l'opposition nigériane, le People's Democratic Party, qui prétexte que c'est une sanction qui vise des personnes qui sont perçues donc comme des obstacles à la réélection du président Buhari. Dans une déclaration publiée le 13 octobre 2018, l'adjoint à la direction des communications du président Buhari a déclaré que les 50 personnalités ont été placées sur une liste de surveillance et ne peuvent donc pas quitter le territoire. L'ordonnance vise à empêcher les propriétaires des actifs et qui, sous enquête, d'effectuer toute transaction ultérieure sur leur compte. Le vendredi dernier, un tribunal fédéral à Abuja a confirmé la constitutionnalité de l'ordonnance, autorisant ainsi la saisie provisoire d'actifs liés à des enquêtes, à des procès pénaux en cours et à d'autres infractions connexes. En conséquence, le président a chargé le procureur général de la Fédération et le ministre de la Justice de mettre en œuvre l'ordre en vigueur. Au regard de cette décision, la présidence a expliqué que l'administration de Buhari rassure tous les Nigériens patriotes et bien intentionnés de son engagement dans la lutte contre la corruption conformément à la Constitution de 1999, telle que modifiée et aux principes généraux de l'État de droit. La liste des personnes suspectées de corruption a été établie et par la Commission des crimes économiques et financiers, la Commission des pratiques de corruption indépendante et autres infractions connexes, la police du Nigeria et 17 autres organisations. Toujours au Nigeria, plus de 800 enfants ont donc été libérés des rangs d'une milice de groupes armés. Ces enfants avaient été justement recrutés comme des soldats justement au rang justement de cette milice des groupes armés. C'est du moins ce que nous fait savoir Fallon Chunia dans ce reportage qu'elle signe. Selon les Nations Unies, plus de 800 enfants ont été libérés des rangs d'une milice dans le nord-est du Nigeria, tout en ajoutant que de nombreux enfants restent néanmoins dans les rangs d'autres groupes armés dans des rôles de combat et de soutien. L'agence de l'UNICEF s'est tout aussi félicitée de ce qu'elle a appelé une étape importante dans la lutte contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les conflits. Une cérémonie marquant l'événement se tiendra à Maïdougouri en présence de ces enfants, de leur communauté et des représentants de l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. L'agence compte aussi mettre quelques projets de réinsertion afin de permettre à ces enfants d'intégrer facilement la société. Rappelons que dans le nord-est du Nigeria, les enfants sont régulièrement recrutés par des milices qui sévissent dans la région pour combattre à leur côté. En République démocratique du Congo, 7 entreprises de la société civile disent non au projet de Joseph Kabila de déclasser les parcs nationaux. Pour ces entreprises donc de la société civile, l'utilisation du pétrole, l'exploitation du pétrole dans ce parc causera un préjudice à l'humanité tout entière et surtout aux résidents de la République démocratique du Congo. Notre correspondant Justin Kabomba nous fait le point. Ces structures pensent que l'exploitation du pétrole dans le parc national de Virunga jouerait en défaveur de la population environnante. Dans un point de presse à Goma, une des membres de ces structures vendeuses de poissons à Vichumbi pense que si le gouvernement congolais permet l'exploitation du pétrole, les femmes qui exercent cette activité de vente de poissons ne seront plus à mesure de nourrir leur famille car ce commerce est leur ressource de revenus. Sa femme que je donne des poissons. Alors, vous allez me dire que le pétrole va protéger ces femmes-là, ou bien va donner les boulots à ces femmes, ces 100 femmes que j'engage moi dans mes poissons. J'engage ces 100 femmes. Avec le pétrole, on ne peut pas engager ces 100 femmes. Les pêcheurs de l'autre côté se veulent rassurants vu le nombre de signatures récoltées pour dire non à ce projet. Ces derniers croient que leur voix sera attendue par le gouvernement congolais. Conformément aux prescrits de l'article 27 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui répond dans les 3 mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative.
principalement et ensuite en vertu des dispositions constitutionnelles et légales suivantes de l'article 59 de notre Constitution qui dispose que tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. L'État a le devoir d'en faciliter la jouissance. Signalons que la collecte des signatures s'était effectuée sur l'ensemble des zones riveraines du parc national de Virunga pendant 2 mois où plus de 23 000 signatures ont été récoltées. Nous terminons ce bulletin d'information par la Tanzanie. Dans le parc faunique de Serengu, justement près du parc national de Grumeti, les éléphants errent et les rangers peuvent dormir paisiblement. Tout ceci grâce à une nouvelle technologie conçue pour protéger l'une des espèces les plus menacées au monde. Pour contrer le braconnage de l'ivoire en Afrique, où la population d'éléphants a diminué d'environ 20% entre 2006 et 2015, le philanthrope américain et cofondateur de Microsoft, Paul Allen, et les techniciens de la société Vulcan INC ont développé Earth Rangers. Depuis la salle des opérations du système de Grumeti, les Rangers visualisent des écrans sur lesquels ils peuvent observer tous les éléphants équipés d'un collier de suivi. La plateforme technologique regroupe des lectures par capteur à distance, des mouvements d'animaux, des suiveurs sur des radios et des véhicules, des photos de pièges à caméra et des données de géoclôture alimentées par GPS pour donner aux rangers des réserves fauniques et des parcs tels que celui de Grumeti un aperçu clair des zones protégées. La plateforme les alertant lorsque des menaces sont détectées. Pour les employés du parc, cette technologie a rendu leur travail plus facile et plus efficace. Et sauver donc la vie des éléphants et protéger le personnel de la réserve. Les développeurs disent que le système aide également à réduire les conflits entre hommes et faune dans des endroits tels que le Kenya et fournit un réseau permettant aux écologistes de la région de pouvoir collaborer. Et voilà qui m'entame à cette autre édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.